C'est moi qui ai l'honneur cet après-midi de vous présenter ces travaux, mais bien entendu, ce sont des travaux qui ont été réalisés avec un ensemble de collaborateurs qui sont illustés ici et que je tiens à remercier. Alors donc aujourd'hui, je vais vous entretenir d'apprentissage statistique sur des données complexes. Alors vous allez voir que la complexité est diverse, et avec deux applications, une en médecine et une autre en analyse de données de réseau. Alors, pour replacer un peu tous ces travaux, aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'apprentissage statistique est bien sûr un des éléments qui contribuent à l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de ce que ça va pouvoir fournir dans les années à venir. Donc il y a des attendus énormes, beaucoup d'espoir, des choses qui se mettent déjà en place. Bien sûr, par exemple, on pense à des applications en médecine, en biologie, en astrophysique, même dans les humanités numériques, et on en a vu des exemples ces derniers jours. Et ça a un impact très important sur l'innovation et le transfert, donc très rapidement, et d'ores et déjà, nous voyons des effets dans notre vie de tous les jours. Et on l'a vu aussi dans pas mal des exposés, il y a des méthodes, notamment les réseaux de neurones, pour ne pas les citer, qui ont ces dernières années vraiment montré des avancées sur des tâches très spécifiques, mais des avancées impressionnantes. Et malgré ça, je pense qu'il faut quand même voir qu'on a certes des avancées très impressionnantes d'une part, mais on a aussi beaucoup de situations qui restent en souffrance, et il reste encore énormément de problèmes qui soit sont pas adressés du tout, soit qui sont mal compris, ce qui est quand même gênant. Et puis pour reprendre une phrase de Michael Jordan, qui est un professeur de statistique à Berkeley, en fait, la révolution de l'intelligence artificielle est encore devant nous. On va voir dans les années à venir vraiment des progrès beaucoup plus impressionnants que ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Alors, parmi les problèmes qui restent aujourd'hui sans solution ou qui ne sont pas que partiellement abordés, on a bien sûr les questions de fiabilité des modèles et des algorithmes que nous proposons. Un immense problème aujourd'hui pratique qui est que comment les modèles et les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent avoir la capacité d'analyser des données hétérogènes. Aujourd'hui, on a certes des modèles adaptés à chacun des types de données qu'on a, mais par contre, on n'a pas un modèle qui est capable de prendre en compte toutes les données qu'on va mesurer, par exemple, chez un patient à l'hôpital, qui sont d'une variété absolument immense. L'apprentissage non supervisé est aussi un immense enjeu pour l'intelligence artificielle. Les avancées récentes impressionnantes sont quasiment toutes en apprentissage supervisé, donc qui requiert la supervision, l'aide par l'humain d'informations supplémentaires, qui est parfois coûteuse, qui est des fois aussi très biaisée. Donc là aussi, il y a des progrès à faire. Et puis, il y a aussi, on parle beaucoup de données massives, de big data. C'est vrai dans la globalité, mais en fait, quand on s'intéresse à des cas particuliers, par exemple, quand on s'intéresse à un type de cancer dans un hôpital, ici par exemple à Nice, et bien en fait, Nicolas peut en attester, on tombe à 80 patients. 80 patients, on est quand même loin des masses de données qu'on nous annonce. Et là, clairement, l'apprentissage statistique va jouer un rôle, et joue un rôle déjà de plus en plus croissant dans ces questions d'intelligence artificielle, et en tout cas, j'essaye de contribuer à cet apport. Et ça, c'est plutôt mon credo personnel. Je crois qu'il est très important pour l'acceptation générale des méthodes qu'on fournit, d'être capable d'avoir des méthodes qui restent compréhensibles. Donc du coup, ça peut passer par exemple, la visualisation des résultats. Ça peut passer aussi par une sélection de variables qui permettrait au médecin de mieux comprendre le phénomène qu'il est en train d'étudier. Et puis, c'est vrai que les modèles statistiques, les modèles probabilistes ont une capacité à fournir, par exemple, des probabilités de risque de décision, mais aussi peuvent permettre la compréhension du modèle sous-jacent, et c'est ce que j'essaye de faire dans mes travaux. Alors du coup, j'ai pris deux exemples particuliers. Un premier qui est en analyse des réseaux de communication. Et vous allez voir que du coup, on va développer cette idée de modèle probabiliste, statistique, qui soit à la fois interprétable. Alors, l'analyse des réseaux, c'est un sujet vraiment très très en vogue. Ça fait, on va dire, une dizaine, quinzaine d'années que les mathématiciens s'en sont emparés, les informaticiens ont travaillé depuis beaucoup plus longtemps sur cette question-là, et il y a des choses qui aujourd'hui sont plutôt bien maîtrisées, la description, la comparaison des réseaux, la visualisation, etc.
Et les applications sont très larges. On peut penser bien sûr à des applications en renseignement, en défense, mais aussi en biologie. On a aussi beaucoup d'applications en sciences sociales. Les gens d'humanité numérique sont vraiment très friands de ce genre de données. On avait d'ailleurs fait un travail avec des historiens médiévistes il y a quelques années. Je ne pensais pas, en commençant ma carrière, arriver à mettre Gaulle mérovingienne dans un titre d'article. C'est fait. Alors, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ces questions-là, et en fait, très souvent, et en fait c'est assez évident qu'on y pense, on se rend compte que les réseaux qu'on observe, d'ailleurs, ne sont pas observés directement, hein, c'est souvent la trace par une trace. Par exemple, les sites web, les emails, hein, quand on écrit des emails, on met des gens en copie, tout ça, donc en fait, on crée le réseau. Quand on regarde par exemple les emails de toute une entreprise, bien sûr, ça crée un réseau entre ces personnes. Et on peut penser par exemple aussi au Panama Papers ou à des réseaux de co-citation scientifique. Voilà les types de réseaux qu'on peut être intéressé d'étudier. Et en fait, quelque chose d'important, c'est qu'en fait, dans tous les réseaux que je viens de citer, en fait, il y a du texte. Et le texte, bizarrement, en fait, ça se comprend parce que c'était difficile, n'était jamais pris en compte. Et c'est ce qu'on a souhaité faire. Alors pour être très concret, voici un petit exemple synthétique. Donc imaginez qu'on a 9 personnes qui s'échangent des emails. Donc voilà le type de réseau. Donc là on a des arcs dirigés qui connectent les gens. Et ce qu'on souhaite faire nous, c'est faire du clustering. Donc c'est-à-dire qu'on souhaite faire des groupes de gens qui se comportent de la même façon dans le réseau. Alors, si vous faites uniquement avec les données binaires, donc les arcs binaires que vous avez ici, on va assez facilement obtenir ce genre de résultats. Il y a beaucoup de méthodes qui le permettent. Alors nous, ce qu'on se propose aujourd'hui, c'est de rajouter des données comme ça. C'est-à-dire que maintenant, on s'autorise à regarder le texte que les gens échangent. Donc, ils écrivent des mails. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui parlent de basket et d'autres qui parlent de pêche. Et l'enjeu ici, ça va être d'être capable de faire le clustering de ces données en prenant en compte bien sûr les deux. Et en plus, on souhaite bien sûr faire des groupes d'individus qui se ressemblent, mais on souhaite aussi identifier les thèmes de discussion qui sont échangés. Donc vous voyez ici qu'en fait on a trouvé non plus d'ailleurs 3 groupes, mais 4 groupes d'individus, et qui discutent en fait principalement de 2 thèmes de discussion. Alors c'est sûr, pour un humain c'était très simple, on voyait basket, pêche qui était récurrent. Pour un ordinateur c'est beaucoup plus difficile. Par contre l'ordinateur lui aura la capacité d'analyse des très gros volumes de texte, que nous, bien sûr, nous n'aurions pas la capacité. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, le groupe rouge, en fait, est séparé du groupe bleu, tout simplement parce que, certes, ils ont le même pattern de connexion, mais par contre, ils ne discutent pas du tout de la même chose. Ce qui fait que ça les identifie dans un autre groupe. Alors, pour faire ça, je suis désolé, il va falloir voir quelques équations. Voici le type de données auxquelles on s'intéresse. Donc, en fait, c'est relativement simple. On a une première matrice ici, IG, qui est ce qu'on appelle une matrice d'adjacence, qui va simplement mettre en relation les individus ou pas. Donc, IG égale 1 si les individus I et J sont reliés, et 0 sinon. Cette matrice n'est pas forcément symétrique, puisqu'on a le droit d'envoyer un mail et de ne pas y répondre. Ensuite, si il y a une connexion, alors à ce moment-là, on va garder l'ensemble des emails qui ont été envoyés. Donc ici, WIJ petit d, c'est le DIM email envoyé par I à J. Et puis, comme vous le savez tous, bien sûr, un email, enfin un texte, c'est une succession de mots, et on va garder bien sûr tous les mots. Et donc WIJDN ici, c'est le nème mot du DIM document que I envoie à J. Donc vous voyez qu'on va aller à une modélisation statistique au mot près de chacun des messages. Alors comment faire ça? Et bien voilà le modèle statistique qui est supposé. C'est-à-dire que d'abord on va supposer qu'il existe des groupes. Donc les gens sont structurés en groupes, et on va supposer que YI, c'est la variable qui va indiquer le groupe de l'individu I. Donc YI vaudra 3 s'il est dans le groupe 3. Et la loi, la distribution supposée de cette variable, c'est une loi multinomiale de paramètres ρ. Ρ va être en fait finalement le paramètre qui gérera les tailles des différents groupes. Et on suppose, et c'est très important, que les acteurs vont se connecter selon une loi ici de Bernoulli, qui dépendra d'un paramètre PQR. Et ce qui est important, c'est que vous voyez que bien sûr, Q sera le groupe supposé pour I, et R le groupe supposé pour J. Ça veut dire qu'on suppose que la façon dont les gens se connectent dépend en fait des groupes latents. Donc ça marche assez bien par exemple avec la politique. La politique, ce sont des groupes latents, vous êtes plus ou moins dans chacun des groupes, et vous allez interagir plus ou moins favorablement en fonction bien sûr de groupes politiques
de la personne avec qui vous voulez échanger. Il y a certaines personnes où vous n'avez pas du tout envie de parler, par exemple. Donc PQR, 0. Ensuite, sachant maintenant qu'on a ces groupes qui existent, que les individus se connectent, maintenant on souhaite savoir comment ils vont se parler. Alors ici, vous voyez que θQR ici, ça va être la proportion pour quelqu'un du groupe Q qui souhaite émettre un message vers le groupe R des différents thèmes de discussion qu'ils vont utiliser. Donc par exemple, si vous pensez à quelqu'un, par exemple 2 personnes du Parti Socialiste, ah non ça n'existe plus, 2 personnes du Parti Socialiste, ils vont peut-être communiquer plus sur des questions économie, insertion sociale, etc. et peut-être beaucoup moins immigration. Il y a d'autres partis qui s'en chargent. Et donc vous voyez, θQR, ça va être ce vecteur qui va gérer les poids sur ces différents thèmes de discussion. Et puis, sachant maintenant ces poids, eh bien, pour le énième mot du DIM document que I émet à J, on va tirer, au hasard, un thème de discussion. Et ce thème, bien sûr, sera selon et géré par ce paramètre θQR. Et enfin, seulement, maintenant qu'on a le thème de discussion du mot, on va aller chercher dans le dictionnaire quel mot on va vraiment utiliser. Et donc là, WIJDN, sachant qu'on est dans le thème de discussion petit k, à nouveau, ça sera une loi multinomiale de paramètres bêta k, où bêta k, ça va être finalement la probabilité qu'un mot traduise le thème de discussion. Donc voilà la modélisation qu'on met en place. Vous voyez que c'est une modélisation très fine, et là vous pourriez vous dire, ça fait beaucoup de paramètres à estimer, et vous avez entièrement raison. Et effectivement, la difficulté n'est pas ici de vous présenter le modèle, mais bien sûr, ça va être d'en faire son inférence statistique, c'est-à-dire comment, à partir des données uniquement, je vais être capable d'estimer tous les paramètres de ce modèle-là, parce que bien sûr, tous ces paramètres ne sont pas connus par avance, et il faut bien sûr les estimer à partir des données. Alors, juste pour synthétiser, voilà en bleu ici les 2 variables qu'on peut observer. On observe bien sûr les interactions entre les individus et tous les messages qu'ils échangent. On souhaite retrouver principalement 2 choses, les groupes des individus et les thèmes de discussion. Et voilà l'ensemble ici des paramètres que nous avons à estimer. Alors, je me permets, comme mes prédécesseurs, de passer la partie technique qui est l'inférence statistique. Donc là, il a vraiment fallu développer un algorithme d'inférence statistique qui se base sur l'algorithme EM dont Pierre Allier a parlé ce matin, qui permet de faire cette inférence. Et c'est assez intéressant, on est arrivé à faire cette inférence dans un temps linéaire en le nombre d'arêtes dans le réseau, parce qu'il faut voir que les réseaux, bien sûr, par définition, ils peuvent avoir le nombre d'individus au carré arêtes. En général, heureusement, ils sont beaucoup plus sparses que ça. Alors juste pour vous donner un exemple de comment ça fonctionne en pratique, en fait on avait analysé les données de la compagnie Enron, donc vous connaissez certainement, vous avez certainement entendu parler du scandale Enron, et grâce à ce scandale de cette entreprise américaine en 2001, l'agence fédérale avait saisi le serveur mail et rendu public l'ensemble des mails. Et en fait à ce jour, c'est la seule base de données d'email d'une entreprise qui existe. On a contacté beaucoup d'entreprises, personne n'a voulu donner leurs emails, donc on travaille sur les données Enron, ce qui est quand même très intéressant, parce qu'en fait tout le monde travaille dessus, donc ça permet vraiment de comparer les résultats. Alors quand on regarde simplement la fréquence d'envoi d'emails dans cette entreprise, donc on voit qu'on est sur une période qui couvre 2 années, et en fait on voit des ruptures qui sont assez impressionnantes. Et en fait cette première rupture est la date où le FBI déclare qu'ils vont faire une enquête. On voit que comme par hasard les gens arrêtent d'envoyer des mails, surprenant, et en fait ça c'est la date de la banqueroute de l'entreprise. Donc on sent bien que dans le réseau, dans l'email, dans ces emails-là, il y a l'information de qui était impliqué dans le scandale. Alors, si vous faites l'analyse avec notre méthode qui s'appelle ici STBM, vous allez avoir ce genre de très belle image. Donc le réseau, ici, les individus, chaque nœud est un individu, chaque arête est un ensemble d'emails échangés. Et puis nous, on arrive à mettre des couleurs en fonction des groupes des individus et des thèmes de discussion. Alors là, c'est une image très jolie, mais en fait, elle prend tout son sens si vous allez regarder le contenu des thèmes de discussion. Alors en fait, il y a 3 thèmes qui sont assez attendus. Vous avez ici quelque chose qui est très cycle, usage, machin, etc. C'est quelque chose qui est très logistique. Ici, vous avez aussi quelque chose qui est vraiment de la logistique pure. On est en train de déménager des choses. Bon, en même temps, l'entreprise fait banqueroute. Ici, vous avez quelque chose qui est très lié aux livraisons de gaz. Et puis là, il y a 2 thèmes qui sont un peu surréalistes, en tout cas qui m'ont semblé surréalistes.
Alors le premier, c'est Edison, interview, alors dinner, Saturday, gouverneur. Bon, on sent quelque chose de plutôt peut-être légal, lié aux politiques. Et en fait, Edison, c'est une entreprise américaine qui a fait faillite 6 mois avant Enron. Et Enron était déjà cité à comparaître dans le procès Edison. Donc on imagine que ça, c'est plutôt des échanges d'emails entre des avocats qui gèrent la partie. Et puis il y a celui-là, Grisby, Afghanistan, Ground, Taliban, Forces, etc., Alien, etc. Et en fait, ça, c'est un pan qui est très peu connu du scandale Enron, parce qu'en fait, Enron, la compagnie Enron, était en début 2001 en train de faire des négociations avec les talibans, avec l'appui de la Maison-Blanche, pour faire passer un gazoduc en Afghanistan. On est en 2001, je ne sais pas si vous imaginez. Donc bien sûr, avec le 11 septembre, les échanges s'arrêtent, comme par hasard. Et en fait, c'est quelque chose qui est très peu connu. En fait, il y a quelques articles du New York Times qui parlent de ça. Donc en fait, c'est ça qui nous a permis de nous éclairer là-dessus. Mais vraiment, là, surprenamment, de façon automatique, alors que ça représente un très petit volume de messages, ils sont retrouvés comme étant suffisamment spécifiques pour apparaître comme un thème de discussion. Alors du coup, forcément, maintenant que vous voyez ces couleurs-là, vous êtes beaucoup plus intéressé de savoir qui gère l'affaire Taliban. Et là, c'est forcément tous les gens qui ont des liens avec le bleu. Et on voit que le groupe ici de gens orange sont en fait les gens qui centralisent ces messages-là. Et ça se voit mieux sur une version agrégée que malheureusement j'ai enlevé. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que ça, c'est un projet qui a eu la faveur d'une SAT et on a pu faire une valorisation. Donc, vous avez une plateforme qui s'appelle linkage.fr qui vous permet, si vous le souhaitez, d'essayer avec vos propres données ou avec des exemples qu'on a, la technologie STBM. On a 800 utilisateurs à ce jour, donc en un an et demi, c'est plutôt sympathique. Alors, j'en viens à mon deuxième point qui maintenant va traiter de ma deuxième spécialité qui est la grande dimension et les applications en médecine. Alors, pour motiver le problème, on travaille, donc c'est un travail en cours, on travaille actuellement avec une collaboration avec le Centre Antoine Lacassagne. Vous voyez que tout de suite, on n'est pas du tout dans des données massives. Hein. On a 78 patients atteints d'un cancer du cerveau, le glioblastome qui est un cancer très grave du cerveau. Et ici, on a deux originalités. C'est que d'une part, à Lacassagne, il y a une procédure spéciale qui est mise en place. Il y a deux images TEP qui sont mesurées à 20 et 90 minutes d'écart. Et il y avait une première question, c'est est-ce que ça a du sens de faire ça ? Et puis, bien sûr, après, ces images vont produire des données de grande dimension. Et on aimerait, par exemple, pouvoir, bien sûr, interpréter le résultat et la description des données. Donc on a deux buts, on veut être capable de faire du diagnostic, mais aussi on veut être capable de comprendre la décision. Alors pour faire ça, en fait, je remonte un peu plus loin à des travaux qui portent sur l'analyse principale sparse, l'ACP, la composante principale. Alors l'idée, elle est très simple. Hein. En fait, vous avez ici un grand tableau de données. En fait, ici, vous avez les individus, puis vous voyez que c'est un tableau qui est rectangulaire, hein, parce qu'ici, vous avez beaucoup plus de variables que d'individus. Et en fait, on souhaite en faire une réduction de dimension, une abstraction, où ici, on va réduire les individus à un petit nombre de variables. Et la matrice W sera la matrice qu'on appelle la matrice de passage, qui nous permet de faire le lien entre les nouvelles variables qu'on crée et les variables d'origine qu'on a acquises. Alors, en fait, c'est un problème qui, en grande dimension, est très difficile. On a beaucoup d'instabilité, et en fait, même quand n est plus petit que devant p, dans certains cas, c'est impossible de faire le calcul. Alors, les premières approches ont été de faire de ce qu'on appelle de l'ACP parcimonieuse, sparse, c'est-à-dire de forcer certains paramètres de W à devenir des vrais zéros. 1, 10, moins 3, est-ce que c'est un 0 ou est-ce que c'est une valeur qui est significative? Et donc, ici, il y a des collaborateurs, des chercheurs qui se sont penchés sur cette question-là et qui ont commencé à forcer à mettre des zéros. Donc, il y a eu plusieurs stratégies pour faire ça. Les pénalités de type lasso sont très en pointe là-dessus, et notamment le travail de référence, c'est plutôt Sparse PCA, voilà, de Zhu, Asti et Pchicharani, qui utilisent des pénalités de type L1. Alors, c'est très utile. Par contre, ça n'aide pas du tout à l'interprétation. Tout simplement parce que les zéros, ils vont avoir aucune structure, et vous voyez qu'ici, il n'y a aucune ligne, donc aucune variable qui est totalement mise à zéro. Donc en fait, elles sont toutes plus ou moins utiles. Et nous, notre objectif, ça a été de forcer les lignes à être des zéros ou pas. C'est-à-dire forcer la variable à dire « je suis utile » ou « je ne le suis pas ».
Alors pour faire ça, on est parti d'un modèle probabiliste qui est très simple, un modèle linéaire qui s'appelle l'ACP probabiliste. Donc c'est simplement, vous voyez ici, X c'est la variable observée, Y c'est la variable de faible dimension latente qu'on souhaite construire, et W c'est la matrice de passage, donc c'est le paramètre statistique à estimer. Et puis bien sûr, pour être réaliste, on ajoute un bruit gaussien, parce que c'est très pratique dans la vraie vie. Alors il y a un théorème qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce modèle d'ACP probabiliste, en fait, conduit exactement à l'ACP qu'on connaît depuis 120 ans. Donc en fait, c'est juste une justification sous hypothèse gaussienne de l'ACP qu'on a l'habitude de faire. Alors tout de même, ça permet, et notamment à nous, de faire d'autres modèles à partir de celui-là. Et voilà le modèle qu'on a proposé. On a proposé qu'on ajoute devant la matrice W, la matrice de passage, une matrice V, qui est une matrice diagonale, qui contient sur sa diagonale des 0 et des 1, indiquant si chacune des variables est utile ou pas. 1, elle est utile, 0, elle ne l'est pas. Et autre originalité, on a coupé le bruit en deux termes. Un terme ici sur les variables qui sont non utiles, donc ça va être le vrai bruit, et ça c'est le bruit sur les variables utiles. Alors on fait des hypothèses gaussiennes sur epsilon 1 et epsilon 2, et on s'intéresse, ça c'est pour des raisons techniques, au cas où la variance des données non pas de bruit mais les autres, tend à 0, ce qui a du sens, on espère qu'il n'y a pas trop de bruit sur les variables de signal. Et là, ça c'est le résultat mathématique qu'on a obtenu. On a obtenu la première écriture explicite d'une vraisemblance intégrée pour un modèle de type ACP probabiliste. Alors ça c'est vraiment un résultat très utile parce que ça nous permettrait de faire une recherche, une optimisation directe des variables qui sont utiles. Donc on pourrait optimiser cette quantité en V. Alors le problème, c'est que c'est un résultat fort joli, mais assez peu utile en pratique, tout simplement parce que combien on a de possibilités de choix de V, eh ben on en a 2 à la puissance P, et P, bien sûr, est de grande dimension. Alors l'approche qu'on a proposée, c'est d'enchaîner 2 modèles. Un premier qui serait un modèle relâché pour, d'une part, proposer un chemin de modèle, un chemin linéaire, et sur ce chemin de modèle linéaire, on utilise la quantité que je vous ai montrée qui est exacte pour faire une optimisation exacte. Donc l'algorithme que vous pouvez lire rapidement permet ce genre de travail. Alors ensuite, on a plongé tout ça dans un problème de classification parce qu'en fait c'était ce qui nous était demandé. Je passe parce que le temps me manque et j'en arrive à l'application. Donc du coup ici, ce qui est important, c'est la question médicale. La question médicale, c'est à partir des images, faire la différence entre une radionécrose, c'est-à-dire un patient qui a déjà été traité et qui en fait n'a plus de cancer, et la survenue d'une récurrence d'un nouveau cancer. Et en fait, les médecins, aujourd'hui, ne savent pas faire ça. Et c'est-à-dire que par défaut, ils mettent tout le monde en récurrence. Donc en fait, ils font énormément de faux positifs. Et bien sûr, ce n'est pas satisfaisant. Donc du coup, on a mis en route notre résultat, notre méthode, et voyez ici le résultat humain, donc un U-Done des 0,27, et grâce à l'approche qu'on a proposée, on est déjà à un U-Done de 0,55. C'est pas parfait, parce que pour le coup, nous, on fait beaucoup de faux négatifs, ce qui est quand même pas très confortable, mais en tout cas, vous voyez qu'on va dans le bon sens, et surtout, ce qui est important, c'est que ça permet de sélectionner les variables qui sont utiles pour faire la discrimination. Et ça, par contre, pour le médecin, ça a beaucoup de valeur, parce que du coup, ici, les noms ne vous disent rien, mais à moi non plus d'ailleurs, mais les médecins, eux, savent les interpréter. Voilà, j'en viens à une conclusion qui va faire plaisir à Eric, puisqu'elle est extrêmement courte. En fait, hier, j'ai eu la chance de travailler 2 heures dans le bureau de Paul Valéry au Centre universitaire méditerranéen. Et en fait, ça fait plusieurs années que j'utilise cette phrase de Paul Valéry, ce qui est simple est toujours faux, ce qui ne l'est pas est inutilisable. Et vous voyez que toute ma recherche, c'est un peu ça, chercher le compromis entre des méthodes suffisamment fonctionnelles, mais à la fois qui restent très simples. Je vous remercie de votre attention.